Dans l'ordre des choses, après la PMA, la maternité, avec Isabelle Nicolas, donc, qui dirige l'unité d'hospitalisation pour troubles alimentaires de l'Institut Montsouris. Merci, donc bonjour à tous et merci d'être encore là pour la dernière intervention avant la conclusion de la journée. Voilà, le temps d'installer. Attends, je partage. Ouais. Parfait. Et donc, ouais. Ok, super. Donc moi, je vais vous parler finalement de façon un peu sur différentes périodes de la vie des femmes, puisque là, moi, je vais parler que des femmes souffrant de troubles alimentaires, des désirs d'enfants à l'expérience de la maternité et quels risques peuvent être soulevés, perçus à différentes périodes de leur cheminement. Donc, comme vous le savez bien, les troubles des conduites alimentaires touchent majoritairement les femmes. Et comme on l'a vu sur les interventions précédentes, les troubles de la fertilité sont classiques, mais le plus souvent réversibles. Donc, l'accès de ces femmes à la parentalité, au fait de se projeter dans une grossesse, l'arrivée d'un bébé et une relation de mère, c'est une réalité. Je vais du coup, disons, diviser mon propos en vous redonnant quelques données de la littérature. Certaines auront été déjà abordées par Chantal Steiner et M. Cadel sur les risques pendant la grossesse, le postpartum et la construction du lien mère-enfant. Disons, quelles sont les données de la littérature, quelques données de la littérature sur les risques particuliers qui font dessiner quand même qu'il y a une vulnérabilité autour de ces questions-là. Et puis ensuite, je vais vous parler des données de deux études qualitatives qui ont été menées dans le service, donc à l'Institut Montsouris, et sur les représentations à 2 temps de la vie de ces femmes, les représentations qu'elles ont, de comment elles se projettent dans la maternité, de qu'est-ce qu'elles imaginent des réaménagements que ça va provoquer, quels fantasmes, quelles rêveries elles ont autour de ça. Il y a une étude qui a été menée sur des jeunes adultes de 18-25 ans, disons, qui ne sont pas encore dans des projets concrets de grossesse, et ensuite chez des femmes enceintes au 8e mois de grossesse. Donc, je vais passer vite sur ça, les modifications du trouble de conduite alimentaire et la grossesse. Quand on parle des risques autour des troubles alimentaires et de la grossesse, peut-être une des difficultés, c'est effectivement pour les équipes de sages-femmes et d'obstétriciens de s'alerter, alors que les symptômes alimentaires ont plutôt tendance à baisser pendant cette période, pendant la grossesse. On peut imaginer plusieurs raisons, l'investissement du fœtus, les femmes disent qu'elles ont envie de faire du bien à leur bébé et de prendre soin de leur corps, il y a une valorisation sociale de la courbe, du corps de la femme enceinte. Parfois tout de même, il y a une aggravation parce que la perte de contrôle, le risque de perte de contrôle autour de l'image du corps, de la prise de poids va être insupportable. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. En revanche, ce qu'on connaît aussi, c'est qu'il y a une recrudescence effectivement des symptômes dans le postpartum. Ça, c'est vrai pour l'anorexie mentale et la boulimie, mais particulièrement pour la boulimie. Et notamment, c'est encore aggravé quand il y a des comorbidités addictives avec des addictions à l'alcool. Là, vraiment, il y a des forts risques de recrudescence symptomatique dans le postpartum. Alors, en quoi, disons, quelques autres données de la littérature qui vont nous amener un éclairage sur un autre type de vulnérabilité chez ces femmes autour de la grossesse. Chantal Steiner l'a évoqué, en fait, il y a plus de grossesses non planifiées. C'est vrai dans l'anorexie mentale, c'est beaucoup plus vrai dans la boulimie, ce qui veut dire que ces femmes, quand elles sont enceintes, vont avoir plus souvent soit des IVG précédemment, ou des histoires de grossesse non planifiées qui vont faire que le couple n'est pas forcément dans un moment ultra stable pour faire un bébé. Et ça peut constituer aussi une vulnérabilité. Ce d'autant que quand on a un trouble alimentaire actif ou passé, on a aussi une prévalence accrue de violences physiques et émotionnelles du partenaire,
durant la période périnatale. Ce qui veut dire qu'il y a aussi, disons, pour la construction de la triade mère, père, bébé, des risques qui sont accrus et une plus grande vulnérabilité. Et une femme qui, si elle est plus vulnérable, peut avoir parfois du mal à s'appuyer sur son conjoint. Enfin, la vulnérabilité, elle va se poursuivre dans le postpartum. Alors, il y a une donnée qui est très connue, c'est qu'il y a une augmentation du risque de dépression du postpartum chez les femmes qui ont un diagnostic vie entière de troubles alimentaires. C'est un risque qui est en fait comparable au risque des femmes qui souffrent de troubles de l'humeur. Il est de l'ordre de 1/3 des grossesses, alors qu'on est à 10% en population générale. Donc, on est vraiment dans un risque accru. Ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est qu'on a aussi un risque de baby blues et de dépression pendant la grossesse qui sont augmentés. Et ça, ce sera important. Vous allez voir dans la suite, on va le retrouver. Alors voilà pour ce qui se passe autour de la grossesse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on sait de l'impact du fait d'avoir un diagnostic de trouble alimentaire sur les interactions précoces mère-bébé? Là, alors c'est des études assez anciennes qui datent du début des années 90. Il y a eu pas mal d'études sur des vidéos de relations mère-bébé, de situations de jeu ou de repas. On va retrouver à peu près les mêmes types de difficultés dans les relations, qui ne sont pas des choses majeures, et c'est des enfants qui ne vont pas avoir des troubles du développement absolument cataclysmiques. Ce qu'on retrouve, c'est que les mères vont se montrer, en fait c'est la question du contrôle, les mères vont se montrer globalement plus autoritaires, plus dans le contrôle, dans l'interaction avec leur bébé, avec une difficulté aussi à reconnaître les états émotionnels de leurs enfants. Et peut-être ça, on verra aussi sur une autre donnée après, voilà, peut-être quand elles sont elles-mêmes dans des situations d'état émotionnel qui sont difficiles à identifier pour elles, c'est pas facile de reconnaître les états émotionnels de leurs enfants. Et puis une moins bonne capacité à favoriser l'autonomisation de leur enfant, ce qui découle de la notion de contrôle et du besoin de contrôle. Elles vont avoir du mal à laisser faire, à se laisser aller. Quand on continue à regarder dans les années qui suivent, il y a eu une belle cohorte de Micali en Grande-Bretagne qui a permis d'évaluer les troubles des enfants sur des cohortes très grandes de façon prospective. Et ce qu'on retrouve, donc là aussi, pas de catastrophisme, mais on retrouve quand même des troubles émotionnels et notamment des troubles anxieux doublés, donc 2 fois plus fréquents à 7 ans, 10 ans et 13 ans. Et les 3 facteurs de risque retrouvés sont l'anxiété maternelle pendant la grossesse, la dépression pendant la grossesse et la présence de symptômes alimentaires pendant la grossesse. Donc, quand on voit qu'elles ont plus de dépression pendant la grossesse, si ça c'est présent, ça veut dire qu'il faut s'alerter sur le fait que la rencontre avec le bébé va peut-être être un peu plus difficile et que ça va être plus difficile dans l'ajustement émotionnel. On retrouve aussi, quand il y a un trouble alimentaire maternel de type boulimique, c'est-à-dire avec une plus grande impulsivité, pour le dire vite, plus de troubles externalisés chez les enfants. Donc, c'est-à-dire là aussi peut-être une plus grande impulsivité chez les enfants. Bon, donc ça, c'est des données de la littérature. Après, qu'est-ce qu'elles en imaginent, ces femmes qui vont peut-être un jour devenir mères? La première étude a été menée donc, par une chef de clinique du service, Lola Simavonian. Donc, elle a fait des interviews à travers une étude qualitative. Donc, sur ce type de chemin, elle a vu 2 fois un certain nombre de patientes, une dizaine de patientes, en les interrogeant sur comment elles allaient se projeter plus tard dans une grossesse et dans la parentalité. Alors, sur la question du désir de grossesse associé au désir d'enfant, c'est assez intéressant. Donc là, donc c'est très clinique, c'est des entretiens et l'idée, c'est d'observer plutôt une assez grande diversité et pas forcément une cohorte homogène qui va donner des données quantitatives dures. Cela dit, ça nous donne quand même un regard clinique intéressant. Donc, une femme peut dire « Encore être enceinte, je ne suis pas sûre à 100%, mais avoir un enfant, oui. » Ou bien la grossesse est carrément irreprésentable. Là, elles n'ont pas de projet de grossesse.
Et sinon, imaginez, non, franchement, ça me paraît hors de moi, hors de moi. Déjà, j'ai du mal à mettre quelqu'un d'enceinte sur mon visage, je ne le vis pas, quoi. Par contre, petite et même toujours, je m'imaginais avoir des enfants. Mes grossesses, non. Alors, quand elles évoquent, donc ça, c'est-à-dire que c'est des thèmes qui viennent hein, dans ces interviews, il y a la question de l'anticipation des effets du trouble alimentaire sur les soins précoces. Là, c'est centré sur la question du fait de nourrir son bébé. Il dit, là, dans ma tête, je réfléchissais rapidement, donc c'est une femme qui travaille dans une cantine, comment je me comporte quoi, à la cantine avec les enfants. Je veux qu'ils mangent le plus possible, le plus possible, le plus possible. Et sachant que s'ils deviennent gros, ce n'est pas mes enfants, donc ce n'est pas grave. Alors que là, si c'est mes enfants, ce serait différent. Ou bien la crainte du manque de disponibilité. Et là, ça rejoint l'idée des états émotionnels qui vont être difficiles et qui vont rendre parfois moins disponibles. Si un jour je dois manger et que l'enfant il pleure et que je dois manger à ce moment-là, je serai angoissée. Après, quand elle se projette dans la relation mère-enfant, de façon, je dirais, plus vraiment dans la relation et le lien, la question du lien, les fantasmes qu'elles ont, quand elles ne sont pas dans la situation maternelle, c'est l'extrême sollicitude maternelle, je m'en occuperai trop, je pense, ou bien hyper peur de mal m'en occuper au niveau alimentaire, au niveau santé, les angoisses de perte. Et là, on voit les angoisses anaclitiques de ces patients qu'on retrouve. Hein, c'est une fragilité d'avoir des enfants parce qu'on peut avoir peur de les perdre. Et puis, la peur du collage et l'appel au tir séparateur. Enfin, si j'ai un enfant, j'espère qu'il y aura un papa et que finalement, je ne serai pas seule confrontée à ce problème de trop être là, pas assez. Donc, ça, c'était cette première partie sur des femmes qui sont pas dans un projet de grossesse. Alors, on avance de quelques années. Et là, on a fait une étude donc, qui a, à partir de suivi prospectif de grossesse, évalué des femmes au 8e mois de grossesse en comparant un groupe une petite dizaine de femmes qui avaient un trouble alimentaire passé ou en début de grossesse à des femmes qui n'avaient pas de problématique par rapport au trouble alimentaire. Donc là aussi, hein, on est dans une étude très clinique et pas du tout quantitative. Au sein du groupe, qu'on va appeler le groupe TCA, les grossesses, elles sont vécues de façon variable. Elles peuvent être vécues comme maturantes, donc les aidant à avancer, à se construire, ou bien dans une fusion régressive avec l'objet maternel, c'est-à-dire avec leur propre mère, retrouver un lien très fusionné avec leur propre mère, ou à l'inverse comme une cassure, l'idée que ça va tout chambouler dans la relation avec leur mère en devenant mère elle-même. Et, autre donnée, parce que ça, on pouvait imaginer qu'il y ait des différences, les représentations concernant les mouvements du fœtus ou l'accouchement diffèrent peu entre les deux groupes. Il y a quand même des données sur lesquelles, finalement, les femmes vont se retrouver, qu'il y ait des TCA ou pas. Sur les perceptions de la métamorphose du corps, et c'est quand même une des éléments qui nous font penser que la grossesse peut être une sacrée affaire pour certaines de ces femmes, là aussi, évidemment, les choses ne sont pas du tout homogènes. Il y a des différentes façons de vivre la grossesse pour les femmes, quel que soit leur groupe. Le thème dans le groupe TCA du corps, des métamorphoses arrive sous la modalité du corps subi. Ça peut être frustrant, le refus de se voir en photo, par exemple, ou plus tranquille. Je n'ai pas de problème de perception vis-à-vis de ça. Parfois, le besoin de maîtrise se fait sentir, hein, avec une femme qui nous décrit qu'elle rapporte sa courbe pondérale sur papier millimétré. Et ce qui est très présent, c'est le besoin de reprendre le contrôle de son corps en postpartum, ce qui va peut-être en partie expliquer que les symptômes vont redémarrer très très vite aussi dans le postpartum. Un des thèmes qui apparaît dans le groupe non TCA, qui n'apparaît pas là dans le groupe TCA, dans cet échantillon-là, c'est la féminité égarée. C'est-à-dire qu'au 8e mois de grossesse, les femmes enceintes qui n'ont pas de TCA, elles disent vraiment la question du féminin, la question de la sexualité, etc. Bon, ce serait bien de retrouver mon corps autre. Un autre thème abordé est celui de l'enfance, quelqu'un en plus, comment elles imaginent ça. Quelle fantaisie, quelle rêverie elles ont autour de ça. Dans le groupe TCA, finalement, les thèmes vont être autour, il y a la question du bébé d'amour, il y a quelqu'un qui va nous aimer tout au long de l'année,
c'est intéressant, hein, ce n'est pas quelqu'un qu'on va aimer tout au long de l'année. Donc, on voit qu'il y a cette fragilité quand même qu'elle imagine cette femme pouvoir être voilà, un peu modulée par l'arrivée du bébé. Ou le bébé perturbateur, une femme qui a un premier enfant, qui dit le premier bébé parfait, ça se trouve celui-là il sera colérique, agressif, est-ce qu'on va trouver le temps de s'occuper de lui? Et un thème très présent, c'est le bébé à nourrir, thème qui n'apparaît pas du tout dans les représentations de l'autre groupe. Et puis dans le futur foyer, c'est-à-dire dans la triade père, mère, bébé, dans le groupe TCA, le thème du bébé rival, hein, en termes de lien affectif, est très fort. Bébé rival du mari, le bébé qui va diviser l'amour qu'on porte au mari, ou la peur d'être comblé au point de ne plus désirer son mari, ou, et là, ça c'est intéressant quand même, la féminité arrive, le bébé rival de la féminité, avec une mère qui explique qu'elle ne se fait pas appeler maman par son aîné pour vraiment pas fondre son identité de femme dans une identité de mère, quoi, arriver à vraiment un peu cliver les choses. Donc, ce qu'on a pu, disons, reprendre plus globalement de ces différents entretiens, c'est que dans le groupe TCA, les expériences sont plus extrêmes, il y a plus d'angoisse et une charge émotionnelle plus intense, mais aussi elles parlent plus. Et ça, c'était une surprise, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de choses à dire et quand on les interroge, ça les intéresse d'en parler. Il y a moins d'accès à un conflit ambivalentiel et des positions plus tranchées. C'est pas que ça se passe mal ou bien, ça se passe plutôt très mal ou très bien. Enfin, les projections, ça va être très angoissant ou complètement idéalisé. Pas d'un côté, mais d'un autre. Voilà. La réactivation d'une problématique anaclitique, hein, comme on l'a vu là, les angoisses de perte, les liens affectifs menacés, ça c'est des réactivations qui vont être très fortes. Et on sait que ce sont des angoisses qui peuvent traverser les patients dès l'adolescence. Et puis globalement, la lutte contre la passivité va se traduire vers le thème de la maîtrise qui infiltre toutes les thématiques relationnelles, même si quand même la maîtrise de l'image du corps, c'est un thème présent aussi dans le groupement TCA. Enfin, on est quand même au 8e mois de grossesse, l'idée de retrouver un corps voilà, de femme après, c'est quand même présent dans les deux groupes. Donc pour conclure, je dirais alors on peut rappeler que la grossesse et le postpartum constituent des périodes de vulnérabilité quand il y a un trouble alimentaire actuel ou passé, pas seulement quand il est présent au moment de la conception. Et que quand on explore les représentations des femmes de ces patientes, eh bien, qu'elles soient jeunes adultes ou enceintes, elles savent que ce sera une période avec des enjeux très engageants. Elles ne sont pas dupes que ça va être une période compliquée. Et elles ont des fantasmes avec pas mal d'angoisse sur ça. Donc, la question de la prévention, elle est évidente. La question, c'est comment faire. Et c'est quand même une question, à mon sens, très délicate parce qu'on a une réalité des données scientifiques qui vient rencontrer des fantasmes très angoissants chez ces femmes. Et donc, comment on peut arriver à les soutenir, à être un tuteur, sans venir renforcer des angoisses déjà présentes. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Évidemment, ce sera d'autant plus facile qu'elles sont déjà dans les circuits de soins au moment où arrive une grossesse. Mais tout de même, la grossesse, c'est un moment où elles ont envie de faire pour leur bébé. Et ça peut être, je dirais, un coche à ne pas rater pour essayer de les accompagner et amorcer quelque chose quand ça n'a pas déjà été fait. Quand même, dans les études sur l'AMP et les troubles alimentaires, il y a quand même... Il y a les études qui suivent des femmes qui sont déjà suivies en psychiatrie et en soins et qui vont avoir des grossesses. Et puis, il y a les études qui se penchent sur les femmes qui vont en AMP. Et là, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout de suivi, en fait, et qui ont des diagnostics de troubles alimentaires. Et là, ça va poser problème parce que si elles n'en ont pas à cet âge-là, c'est que l'accès aux soins n'est pas facile. Donc là, ça reste un vrai défi. Merci.